Bonjour Monsieur Fredler, merci de répondre à nos questions. Nous allons commencer par cette première question. Le dernier conseil municipal a eu lieu jeudi dernier. Le DOB était à l'ordre du jour. Pouvez-vous expliquer aux Beaucétans de quoi il s'agit? Bonjour Monsieur Vitran, et puis bonjour à vos auditeurs. Alors le DOB, bon, ce terme un petit peu barbare, veut tout simplement dire discussion d'orientation budgétaire. C'est un passage obligé du maire, bon, passage obligé qui ne se vote pas, mais dans lequel le maire explique les mesures qu'il va prendre pour organiser le budget 2015. En quoi c'est important pour les Beaucétans? C'est très important parce que, en général, le DOB, donc cette discussion dans l'orientation budgétaire, donne d'abord un retour sur 2014 et puis ensuite il présente les mesures qui permettront au maire de boucler son budget. Donc aujourd'hui seront des mesures d'économie sur les dépenses, des mesures sur les recettes et puis une projection sur l'avenir sur les investissements. Donc, si vous voulez, la première partie de ce DOB, on a constaté malheureusement ce qui était prévisible. En 2014, le maire nous avait expliqué que 2015 serait terriblement difficile, qu'il y aurait des réductions des dotations d'État, que nous serions sous le coup d'une pénalité importante pour le défaut de logements sociaux. Et à l'époque, il avait estimé ce manque à gagner, ou ce plus à dépenser, comme on veut, à près de 500 000 €. Et quelles sont les mesures qui ont été prises en 2014 pour essayer de faire face à cette situation qui allait venir? Eh bien, aucune. On a laissé filer le budget de fonctionnement. Alors, c'est d'autant plus regrettable qu'évidemment, maintenant, j'entends dans la bouche du maire, c'est la faute de l'État, bien entendu, et c'est la faute de mon prédécesseur. Alors, que M. Jean-Claude Richard ait fait des erreurs de gestion, on en a pointé, il en a fait une assez grave avant de partir en signant la stagiarisation, donc l'embauche de fait de 10 personnes nouvelles. Donc ça, c'est effectivement un mauvais cadeau qu'il a fait. Mais le maire actuel avait promis de faire un audit, de faire l'état des lieux. C'est trop facile de dire c'est la faute aux autres. Et en fait, d'audit, il n'a pas fait d'audit. Il a demandé à notre receveuse perceptrice, de collationner les documents de 2011 à 2013, ce qu'elle a fait avec rigueur et impartialité. Mais je vous rappelle qu'un agent comptable public ne donne pas d'opinion sur la gestion. L'agent public, le comptable public, se contente de dire si les dépenses ont été faites dans un cadre réglementaire. Donc pas d'audit, on ne sait pas où on va, et maintenant on se plaint d'une situation catastrophique. Oui, M. Fredler, parlez-nous des économies envisagées. Alors, il y a un certain nombre d'économies qui sont envisagées dans ce document. Par exemple, réduction de 5% des dépenses d'électricité. Ça va dans le bon sens, c'est indiscutable. Seul problème, c'est qu'elles avaient été augmentées de 15% en 2014. Vous prenez la ligne contrat et prestations de services, c'est-à-dire ça regroupe l'appel aux entreprises extérieures, parce que pour une raison ou pour une autre, les employés municipaux ne peuvent pas effectuer le travail demandé. Là, on veut aussi réduire de 5%. Le problème, c'est qu'il l'avait augmenté de 50% en 2014. Après, les dépenses en personnel. Dépenses en personnel, il propose de les réduire de 1%. Le problème, c'est qu'il les avait augmentés de 6% l'an dernier. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, quand on voit, il faut savoir que réduire les dépenses en personnel de 1%,
c'est faire économiser aux contribuables 50 000 euros, mais que l'embauche de la directrice de cabinet, dont le salaire et les charges ne sont pas comptabilisés dans les dépenses en personnel, sont comptabilisés sur une ligne à part, ça dépasse largement l'économie de 50 000 euros. Si je me réfère aux chiffres du budget 2014, le directeur de cabinet de l'époque revenait un peu plus de 65 000 euros, charges comprises bien entendu, aux contribuables. Donc des économies, il faut en faire. J'ai l'impression que le maire se réveille un peu tard. Et pour les recettes, M. Feder? Alors, pour les recettes, je constate une nouvelle hausse de la cantine. Je trouve ça totalement inapproprié, quelques mois après une hausse importante. Alors, on me rétorque, oui, mais les personnes les plus en difficulté sont soutenues par le centre d'aide sociale qui paye une partie du repas des enfants. Mais je m'interroge surtout ces bossétans qui ne relèvent pas de l'aide sociale et qui ne roulent pas sur l'or et qui ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois et à qui on va imposer une nouvelle hausse de la cantine. J'entends toujours parler le maire dire les repas coûtent 11 euros. Mais est-ce qu'il y a une véritable recherche pour faire baisser le prix de ces repas ? Par exemple, je lance une idée en proposant à des seniors, pour aider le maintien à domicile, de leur fournir des repas. On ferait ainsi baisser les coûts. Mais là, je crois qu'il y a quand même un petit peu un manque d'imagination. Et d'autres modifications dans les recettes, M. Feder? Alors, en fait, là, il ne s'agit pas d'une recette, mais il s'agit encore d'une baisse des dépenses. Le maire propose de baisser les subventions aux associations de 8%. Je crois qu'il faut le faire avec la plus grande prudence. Ces associations sont indispensables pour l'animation de la vie opposée. On peut saluer le travail qu'elles font en direction des personnes âgées, de la jeunesse, et puis de nos concitoyens les plus précaires. Je pense notamment à la banque alimentaire. Enfin, dernier point, et là, disons, le loup sort du bois, augmentation des impôts. Alors, on nous présente le Bossé, taxe d'habitation, 10,45%, alors qu'ailleurs on sort des moyennes à 20-25%. Moyenne exacte, hein, mais qui cache en fait une autre réalité. Alors, j'ai regardé si nous étions des privilégiés qui payons très peu d'impôts au Bossé. Donc je regarde sur Sud Sainte-Baume, Sanary a un taux un peu moins élevé, à peu près 1%, et puis Bandol a un taux plus élevé, entre 1,5% et 2%. Puis, si on regarde l'ensemble des communes, on a 4 taux qui sont au-dessus du nôtre et 5 taux en dessous. Donc, on est vraiment dans le milieu. Alors, est-ce que le coin est particulièrement privilégié ? Alors, si on regarde un petit peu les documents de la Direction générale des finances publiques, ils attirent l'attention sur 6 départements en France, dont le Var, qui ont des valeurs locatives particulièrement élevées. Donc, comme vous le savez, l'impôt de la taxe d'habitation est obtenu en multipliant le taux par la valeur locative. Donc, si la valeur locative est élevée, le taux peut être faible, mais les possédants payent quand même largement leur part d'impôt. Donc, j'ai trouvé que cette entrée en matière faisant croire qu'on ne payait pas beaucoup d'impôts, et puis alors donc qu'on pourrait par solidarité en payer un petit peu plus, ce ne serait que justice. Je trouve ça anormal. Et d'ailleurs, nous ne voterons pas un budget qui prévoira une hausse des impôts. Une hausse supérieure au coût de la vie. Ah mais le coût de la vie est pris en charge par la loi des finances. C'est-à-dire que chaque année, la valeur locative
est réévalué en fonction du coût de la vie. Donc ça veut dire que sans changer les taux d'imposition, mécaniquement, l'argent qui rentre dans la commune augmente. Et pour terminer, comme quoi on serait des privilégiés au Beaussais, eh bien la taxe sur le foncier bâti est la plus élevée de Sud-Sainte-Baume au Beaussais, si on accepte le cas de Ribou, qui je crois a une cinquantaine ou une centaine d'habitants. Donc si on enlève cet exemple marginal, nous avons le taux le plus élevé. Et les investissements pour l'avenir? Alors écoutez, on est dans une conjoncture exceptionnellement favorable. Un très gros emprunt à un taux élevé vient de finir d'être remboursé. Il s'agissait d'un taux de à peu près de mémoire 1,2 million d'euros à plus de 6%. Donc, sans bousculer les équilibres des finances, il y a possibilité, d'ailleurs ça a été reconnu par le maire, il y a une possibilité de faire un gros emprunt de 1,4 million pour les projets d'avenir. Il faut savoir qu'une telle opportunité ne se représentera pas avant 12 ou 14 ans. D'où l'importance de savoir où on va. Alors, quand on regarde le document d'orientation budgétaire, on a une espèce d'énumération où on trouve pêle-mêle des rénovations de bâtiments, des places de parking, des aménagements de jardin, des achats de boules de Noël, des achats de lave-vaisselle. On ne voit pas où sont les priorités. Alors, c'est d'autant plus dommageable que un certain nombre de projets extrêmement importants disparaissent complètement sans aucune discussion. Plus de traces de crèches, plus de traces d'une médiathèque qui, à notre sens, est un besoin urgent pour le Beaussais, pour une ville de 10 000 habitants. On a une bibliothèque complètement sous-dimensionnée et qui n'a pas les supports modernes. Donc on pense que là, il y a une grave carence. On a l'impression, quand on voit par exemple le rond-point des écoles, on découvre, comme les contribuables, qu'il y a de grands travaux qui ont été faits sur ce rond-point. Était-ce la première des priorités? On n'a jamais de discussion sur ces choses-là. Moi, ce que je demande, deux choses. D'abord, au maire, je lui ai demandé en conseil municipal, c'est de faire un projet structurant pour l'avenir du Beaussais et de le présenter à nos concitoyens. Ça permettrait peut-être de retisser le lien entre les élus et les électeurs qui malheureusement semble bien distendu. Et puis après, Monsieur Vitran, vous êtes un des blogueurs du Beaussais. Pourquoi ne demanderiez-vous pas aux Beaucétans quelles sont leurs priorités? De quoi ont-ils besoin? Que veulent-ils? Nous y penserons prochainement. Mais... Pour conclure, M. Felder, que pensez-vous des élections départementales sur le Beaussais? Écoutez, on n'a pas encore analysé avec mes amis du Beaussais rassemblés ces résultats. Je peux vous livrer une première impression. Alors d'abord, sur le premier tour, je rappelle qu'au municipal, nous avions 7 candidats et que M. Ferrero avait réuni 1200 voix sur son nom. Quand on a 7 candidats, les électeurs peuvent choisir. C'est donc 1200 personnes qui avaient placé toute leur confiance en lui. Un an plus tard, premier tour des cantonales, il manquait 200 voix à l'appel. Ça me semble un désaveu fort au bout de si peu de temps. Ça, c'est pour le premier tour. Pour le deuxième tour, j'ai vu des choses qui m'ont semblé assez curieuses.
On dit que le Front National n'a pas de réserve de voix. Je regarde, je vois que le Front National gagne 270 voix entre les deux tours. Et puis, quand je regarde les bulletins blancs ou nuls, on s'aperçoit qu'il y a 300 bulletins blancs ou nuls, ce qui est énorme. Donc, pour moi, les 270 voix du Front National, ce n'est pas des électeurs qui tout d'un coup ont adhéré entre les deux tours aux thèses du Front National. C'est pas une reconnaissance du travail des élus locaux du Front National, travail qui est totalement inexistant. Je pense que ce soit ces nouveaux électeurs du Front National, ces 300 électeurs qui ont voté blanc ou nul, ont envoyé un message très fort au personnel politique local et à leur système de fonctionnement. Je crois que c'est un message de rejet. Monsieur Ferder, nous vous remercions de nous avoir éclairé sur ce conseil municipal du 26/3/2015. Nous vous remercions aussi d'avoir accepté cette entrevue et nous attendons la prochaine. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser par l'intermédiaire de votre site Bossetan, et je crois que nous avons un rendez-vous très rapproché, puisque le budget primitif de la commune doit être voté avant le 15 avril. Merci, monsieur. Merci, monsieur.